Donc ça y est, c'est la rentrée. Alors je vous ai laissé un petit peu dans le silence pendant quelques semaines, mais dès aujourd'hui, tout recommence. Cet après-midi, j'ai répondu à un interview avec Natacha Lecourtois pour le magazine Infinité. Natacha Lecourtois est en train de préparer tout un dossier sur les pervers narcissiques et elle souhaitait m'interviewer. Alors je lui ai demandé la permission. Est-ce que tu serais d'accord, puisqu'on se tutoie, vous allez vous en apercevoir dans la vidéo, est-ce que tu serais d'accord pour que je filme, que j'enregistre notre interview et que je le propose ensuite sur ma chaîne? Donc voilà, l'interview a été très longue, elle a duré plus de 2 heures, donc je l'ai découpée en plusieurs parties pour que ça ne soit pas trop long. Je vous propose d'en regarder là maintenant la première moitié, c'est-à-dire que nous traitons surtout des mécanismes de défense pervers narcissiques. Dans la prochaine, la suivante que je vous proposerai la semaine prochaine, nous aurons la place des enfants dans le milieu des pervers narcissiques et aussi quels sont les mécanismes de défense qu'emploie la victime. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette interview, je crois qu'elle est très agréable et très intéressante. A tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un thème particulier, spécial, dont beaucoup de gens parlent, le thème des pervers narcissiques. Plus précisément, nous dira sans doute Jean-Charles Bouchou, parce que c'est mon invité aujourd'hui. Jean-Charles Bouchou, bonjour. Tu vas, pardon. En plus, on s'est tutoyé. Moi, je repasse au vous. Je ne sais plus quoi faire. J'ai eu quelques petites difficultés avant pour venir sur cette chaîne-là, pour nous connecter. Donc, du coup, je ne sais plus quoi dire. Donc, plus précisément, disais-je, tu vas sans doute nous dire qu'il s'agit de mécanismes de défense pervers narcissiques et nous allons aussi aborder les mécanismes de la victime, ainsi que, si tu le veux bien, ce qui se passe pour les enfants. D'accord, bonjour Natacha, Bonjour. bonjour à tous. Et oui, effectivement, tu peux me tutoyer, tu peux me tutoyer, comme tu On, préfères. ouais, on est parti sur le tutoiement. C'est vrai que c'est une chose qui se fait souvent voilà, ça se fait souvent sur YouTube, donc tu dis, ça crée une petite intimité, c'est assez sympa finalement, Je suis puisque habitué à la radio et à la radio, toujours on se vous voit, à la radio ou à la télé, on se vous voit toujours. Donc ouais. tu vois les gens avant et puis tu les vous vois pendant l'émission et tu les retutoies après. Et tu as remarqué que sur YouTube, on tutoyait souvent. Ouais, je dois faire attention, mais oui, 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 c'est très bien, très bien. Ouais, je sais pas. Moi, du coup, je suis un peu perdue, donc j'essaye de m'adapter en fait, hein. Donc là, comme en fait, j'ai choisi ce mode-là parce que je t'écoute presque jour et nuit. Euh, Vous étiez dès- intime. Voilà, Vous étiez intime déjà avant de nous connaître. c'est ça, c'est ça. Et tu ne le savais pas. C'est ça qui est formidable, c'est que c'était que dans ma tête. C'était une illusion. Oui, oui. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, parce que alors tu as beaucoup, beaucoup parlé des pervers narcissiques et de ces fameux mécanismes de défense que Oui. tu as développés partout. Donc, je vais renvoyer les gens vers tes vidéos, Oui. vers ta chaîne à laquelle je me suis abonnée parce qu'elle est vraiment intéressante. Tu as une pensée claire, précise et tu fais aussi des petits décalages, des pas de côté, donc tu surprends parfois. Donc oui, Sinon, je dirais toujours la même chose. Parce que ça fait quand même 12 ans que je parle pratiquement que des pervers narcissiques. Et c'est drôle parce que à un moment donné, ça m'a. Alors au début, j'étais très fier. J'étais interviewé, j'allais à la télé, je passais dans les grands journaux de la presse écrite. C'est bien, mais au bout d'un moment, quand même, on se lasse, quoi. Et puis, je disais tout le temps la même chose. Donc, ça m'a agacé, j'ai eu envie de parler d'autre chose, mais le sujet me revient, il me tient, Et un jour, je me suis dit, mais après tout, si le sujet est toujours d'actualité, c'est qu'il a encore des choses à dire. Bon, d'abord, il y a des personnes qui le découvrent, au fait. Hein. Nous, moi, j'en parle depuis 12 ans, mais il y a des gens qui vont écouter peut-être cette vidéo aujourd'hui, c'est la première fois qu'elles vont entendre parler des pervers narcissiques. Donc, malgré tout, il y a un travail de fond qui continue. Mais en plus, je crois que le sujet n'a pas fini de se dire. Il y a encore des choses à découvrir. Et autrement plus intéressantes que comment je fais pour repérer un pervers narcissique. je suis d'accord. Je suis d'accord. Cependant, comme tu l'as dit dans une de tes vidéos et comme tu l'as dit dans tes livres, alors moi, j'en ai que deux. Je vous les montre. Il y a celui-ci, les violences invisibles, et celui-ci, les pervers narcissiques. Donc, j'ai choisi cela, mais tu vois, si tu es d'accord avec ma proposition plus tard, je vais aller explorer d'autres choses parce que Jean-Charles Bouchou, il faut que je vous le raconte un petit peu. Jean-Charles Bouchou a une exploration vraiment personnelle de la vie, comme tout le monde.
Sauf qu'il y a des petites choses qui me parlent. Il y a des tendances à explorer la conscience, les états modifiés de conscience, les plantes qui sont, vous le savez si vous m'écoutez ou si vous lisiez, mes articles sur Infinité, qui sont, des domaines qui me plaisent particulièrement. On en parlera peut-être, Jean-Charles Bouchou, dans une autre vidéo. Quel jour nous sommes? Vendredi aujourd'hui, enfin à quelques jours près. Il y a une semaine, j'étais dans la jungle, Ça, où j'ai passé un mois comme un sauvage, un mois comme un sauvage, et là tu as plongé, complètement. Ouais. Et ah ouais. c'est difficile de revenir, hein. Très, Oui, très c'est difficile. difficile. Et ça doit être difficile aussi, j'imagine, d'intégrer ça après dans une vie occidentale. Ah, on est décalé. Moi, je Ouais. suis décalé, hein. Je vis un petit peu en dehors de la ville, au bord de la mer. Je suis un peu sauvage. Mais c'est vrai, à partir du moment où on s'interroge et où on n'est pas dans les interrogations habituelles, on est vite un petit peu à part, hein. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la vie? C'est d'être soi-même? C'est bien, ouais. Ouais. Allez, on va pas déborder sur ce sujet-là qui, tu le sais, tu l'as compris, me passionne complètement. Ça sera l'objet d'autres vidéos, alors. Ah oui, oui, s'il te plaît. Oui, 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 vraiment. Associer cette part que tu as du psychanalyste et donc de la personne qui a ce cadre occidental avec toute cette recherche personnelle, mais aussi extérieure, oui, 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 bien sûr, une vidéo avec Ouais, joie. c'est gentil. Et, alors, dans ton livre, tu as écrit ce livre, Les violences invisibles, que je n'ai pas terminé, et vraiment, j'en suis désolée, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire, donc pas terminé. Tu parlais d'une agressivité, normale. Tu disais, finalement, enfin moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est comment distinguer, parce que cette question, tu l'as posée et c'est l'objet de ton livre, comment distinguer une agressivité normale d'une violence toxique? Tu as même dit quelque chose que j'ai noté et que je trouve intéressante, c'est la gentillesse, et je rajoute le sacrifice, ça peut être une forme de violence. Alors comment tu fais pour distinguer? Comment tu donnerais aux gens qui nous écoutent des clés? D'accord. On peut commencer par définir qu'est-ce qu'un conflit. Hein, un conflit, c'est la rencontre de deux énergies de sens contraire, me semble-t-il. Donc, imagine que je vienne là-bas, je crois que tu es vers la Bretagne, hein. Oui, je suis en Bretagne, oui. Je suis dans le Imagine Morbihan. qu'on se rencontre et moi j'ai envie d'aller à la mer, puis toi tu dis non, la mer j'habite à côté, j'ai envie d'aller à la montagne. Et ben voilà que nous sommes en conflit. Mm. Et du conflit va naître un nouvel ordre. C'est-à-dire, ben, écoute, allons à la montagne cette semaine et puis nous irons à la mer la semaine prochaine. Ou bien, ben, tu n'as qu'à aller à la montagne pendant ce temps, je vais à la mer. Vous voyez, tu vois, il y a donc le conflit est une bonne chose. Nous avons besoin du conflit. C'est bien un conflit. C'est bien d'être en conflit. Le problème, il est quand le conflit devient, comment je pourrais dire, les gens qui ont besoin du conflit, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils créent le conflit pour le plaisir du conflit. En fait, il ne s'agit pas. On mime le conflit, si tu veux. C'est pas deux énergies de sens contraire qui se rencontrent, c'est le besoin d'entrer en conflit avec les autres parce qu'il y a des personnes qui ont le sentiment de n'exister que dans le conflit. Là, Ouais. ça devient toxique. Quand c'est trop répétitif, hein, parce que ça nous arrive à tous d'être de mauvaise humeur et d'avoir besoin d'être un petit peu en conflit. Voilà, je me suis attrapé avec mon chef de service et puis j'ai besoin de disputer quelqu'un. C'est pas une vie, mais si c'est exceptionnel, c'est pas très grave non plus. Et puis une fois que je m'en aperçois, je vais corriger. Le lendemain, je vais dire, mais hier, j'étais pas sympa, hein. Je demande pardon. Voilà. Donc là, j'ai mis fin en conflit. Donc le Oui, conflit est souvent une bonne chose quand c'est un vrai conflit. L'opposition de deux énergies de sens contraire qui vont nous amener à un compromis. quand on sait donc s'écouter, exprimer ses émotions, ses besoins, Entendre l'autre, entendre l'autre et oui, s'entendre soi. oui, Et ça demande toute une pratique. oui. Et donc, à quel moment ça devient toxique? Ça devient toxique, c'est intéressant. Ça devient toxique quand l'autre n'est pas capable de reconnaître mes limites Mhm. ou quand je ne suis pas capable de dire à l'autre mes limites. Ouais, Parce c'est que ça. si j'ai envie d'aller à la mer et toi à la montagne et qu'on va à la montagne chaque week-end, c'est un petit peu ma responsabilité aussi. Est-ce qu'à un moment donné, je ne devrais pas dire non, stop, ça suffit, ça Mm. suffit. La violence, elle est souvent du fait et du bourreau, entre guillemets, et de la victime aussi, qui n'est pas capable de dire stop, stop. Oui. Tu connais le travail de Marshall Rosenberg sur la communication non violente, j'imagine? Un petit peu, oui, oui, Oui. oui, oui. Donc l'idée, c'est
effectivement de repérer ses besoins, de savoir les exprimer et ne pas être gentil, parce que la gentillesse, c'est C'est effectivement une une... violence. Alors, je ne sais pas si tu l'as lu, mais j'ai tout un chapitre là-dessus dans les violences invisibles, où je montre une mère qui est tellement gentille avec ses enfants, et à la fin, on s'aperçoit que c'est monstrueux, quoi. Elle en amène un pratiquement à la mort. Et c'est une histoire vraie, hein. Ouais. Donc, c'est extrêmement important de repérer ça, que le conflit est nécessaire et qu'il Et, faut savoir l'intégrer aussi. oui, Dans... et dire non, tout simplement, être dans le non. Et là, pour certains, le non est déjà une violence, Oui, hein, mais c'est une violence nécessaire. oui, Et ne oui, pas savoir dire non entraîne un terrain toxique. tout à fait. Et bien évidemment, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais dans ton travail de psychanalyste, parce que tu es psychanalyste et psychothérapeute, donc je ne me souviens plus si je t'ai présenté ou pas, parce que j'étais un petit peu sous stress au moment de cette interview. Donc je ne me souviens plus. Et donc dans ton travail, tu vas amener toujours les gens à explorer à les remettre au centre de leur propre Ah monde oui, et à oui, oui, oui. leur propre, voilà, leur propre Oui, désir. souvent des personnes viennent me voir en me disant, je crois que j'ai affaire à un pervers narcissique, pouvez-vous m'aider à savoir est-ce qu'il s'agit bien d'un pervers narcissique ou pas? Donc, je laisse la personne exprimer, elle s'exprime. Donc, quand elle s'exprime, elle se libère malgré tout et elle se sait entendue par quelqu'un qui la comprend. Mais malgré tout, au bout de quelques séances, je vais dire, vous savez, vous me parlez toujours d'un autre. Et vous, là, vous êtes où? Qu'est-ce qui vous fait envie? J'aime bien cette phrase. Parce Ouais. qu'envie, on peut l'entendre dans son désir ou dans la vie. Qu'est-ce qui vous fait envie? Hein? Ouais, tout à fait. Donc, Et parlez-moi de vous, quoi. c'est ça. Alors du coup, donc je t'ai beaucoup écouté et la deuxième question, parce qu'il est important, j'ai remarqué que tu disais quelque chose, je trouve, d'essentiel au début de cette compréhension sur la violence, ce qui est bon pour nous. Et cette compréhension, ça va passer par un tiers. Tu l'as noté à chaque fois, tu as dit, il faut un tiers pour sortir d'une relation justement avec ce système de perversion narcissique qui est plutôt fusionnel parce qu'il y a une histoire de collage. Alors, on va faire l'objet de ce tiers parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore, comme tu dis, le sujet a peut-être besoin de se dire, donc des personnes qui ne connaissent pas encore forcément ce sujet ou qui ont peut-être des indices, tu vois, et des faisceaux de signes et qui se disent ah, bah, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc toi, tu poses une différence entre un pervers narcissique et quelqu'un qui peut utiliser des mécanismes de défense pervers narcissique, donc de façon ponctuelle, à un moment de sa vie. Donc par exemple, quand il va pas bien, quand voilà, il y a un moment d'un divorce, tu as cité ce genre de cas. Donc tu poses la différence entre quelque chose qui est structurel ou conjoncturel. Donc structurel, ça pose la question de la structure de la personne, enfin pas de son psychisme, je veux dire, ou de ses défenses, et conjoncturel, c'est par exemple lors d'un événement. Et donc tu poses cette différence entre cette personne qui utilise de façon ponctuelle un mécanisme de défense et quelqu'un qui utilise massivement ces mécanismes de défense pervers narcissiques, et que là, toi, tu dis, on peut les appeler, donc ceux-là, des pervers narcissiques, sans en faire une identité. J'ai remarqué que tu ne faisais pas une identité de ça, tu parlais bien de mécanismes de défense, mais pour l'objet de la discussion, tu les appelles comme ça. Mmh. Et, alors, moi, je me suis demandé, j'avais remarqué que, par exemple, tu parlais de l'absence de culpabilité. Il y a il y a des choses typiques, mais est-ce qu'on peut remarquer que l'absence de culpabilité va être quelque chose de prégnant? Est-ce que dans les mécanismes, tu as des choses très, très précises? J'en ai écouté quelques-uns, mais au lieu que ce soit moi qui le dise, tu vas préciser donc toutes les choses, notamment aussi la différence entre mécanisme pervers narcissique et psychopathe. Si tu veux bien, je te laisse nous raconter tout ça. D'accord, d'accord. Bon, pour moi, les mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est comme une porte d'entrée-sortie de la psychose. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychose? La psychose, ce sont des personnes qui ont perdu pied de la réalité un petit peu. Hein, on pense aux schizophrènes qui peuvent abriter plusieurs personnalités. On pense à des gens qui ont des hallucinations parfois. Là, on est dans la psychose. Et puis, beaucoup plus loin, il y a la névrose. C'est-à-dire, nous, idéalement, nous sommes plutôt des névrosés. Donc, on va avoir des mécanismes de défense plus faciles à gérer quand même. Et entre les deux, il y a toute une zone qu'on appelle les états limites.
les personnes voilà, qui appartiennent un petit peu aux deux. Et donc, les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, eux, ils sont à la frontière entre psychose et névrose. D'accord? Donc, quelle différence entre un psychopathe, un pervers narcissique et, par exemple, un borderline? Borderline, lui, la différence, c'est le déni. C'est-à-dire quelqu'un de borderline qui, à un moment donné, a peur de décompenser en psychose, va employer massivement des mécanismes de défense pervers, il va peut-être t'insulter, te dire que tu es nul, que tu ne vaux rien, etc. Il va te rabaisser. Mais quand la crise est terminée, le lendemain, il va revenir te voir en te présentant des excuses, en disant hier, je t'ai mal parlé, et ce sont de vraies excuses. Alors que ceux qui emploient massivement des mécanismes de pervers narcissiques, allez, on va les appeler des pervers narcissiques, eux, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent tout simplement pas reconnaître. Donc, il va falloir qu'ils continuent à mettre en place des mécanismes pour rester dans le déni de leur responsabilité. Voilà la différence, par exemple, entre un borderline et un pervers narcissique. Quant au psychopathe, c'est différent. Le psychopathe, il passe à l'acte, lui. C'est-à-dire, s'il a envie de gifler, il va gifler. S'il a envie de donner un coup de couteau, il va donner un coup de couteau. Ça ne lui pose aucun problème. Mais lui, vraiment, effectivement, ne connaît pas trop la culpabilité. Pas trop. Notre pervers narcissique ne supporte pas le moindre conflit interne. Et donc, si à un moment donné, il s'avère qu'il pourrait être coupable, il ne va pas supporter. Donc, il sait quelque chose de la culpabilité. J'ai un exemple bateau, je suis désolé, je le donne tout le temps, c'est toujours le même, il est tellement pratique. Oui. Un monsieur monte dans une dame monte dans la voiture de son mari, le mari fait une marche arrière, il emboutit la voiture de sa femme, et à peine il l'a embouti, il se retourne vers sa femme, il dit, mais enfin, tu ne te gares jamais à cet endroit-là. Donc, elle est responsable. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de la culpabiliser? C'est pour échapper à sa propre culpabilité. Donc, il sait quelque chose de la culpabilité. Tu vois ce que je veux dire? À l'instant même, un instant, il se sentirait coupable et immédiatement, il projette sa culpabilité dans l'autre. Voilà un mécanisme de défense pervers narcissique. Alors qu'un psychopathe, lui connaît vraiment pas. Il aurait éclaté de rire, il aurait dit, bah, écoute, c'est bien fait pour toi. Ah oui, d'accord, là je vois. Le psychopathe ne connaît pas la culpabilité. Le pervers narcissique, presque. Jusqu'au moment où il emploie une phrase magique, on en a plein autour de nous. Hein. Tu es complotiste, par exemple, quand on n'est pas d'accord. C'est à cause de toi, c'est de ta faute, tu n'aurais pas dû. Enfin bref. Dès que la phrase magique est prononcée, c'est fini. Il n'y a pas de culpabilité. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de culpabilité grâce à la phrase magique. Donc, il a bien une notion de culpabilité. Sinon, il n'aurait pas besoin de la projeter. Ouais, Il n'aurait pas besoin de nous culpabiliser s'il ne savait rien de la culpabilité. Ah oui, oui, je comprends mieux. Ouais. D'ailleurs, tu parles de ce mécanisme de clivage que tu as symbolisé très justement parce que c'est très parlant d'ailleurs, avec ce fameux alors, je ne sais jamais, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est ça? Dr. Jekyll, c'est le bon docteur, et Mr. Hyde, c'est la mauvaise part. On est au-delà du clivage, là, on est même dans la dissociation, mais je le donne parce que c'est plus facile à comprendre comme ça, quoi. Une petite triche derrière, Jekyll et Hyde. À partir du moment où ils ne se connaissent pas, on n'est pas dans le clivage, on est dans la dissociation, c'est-à-dire deux personnalités à l'intérieur d'une personne qui ne se connaissent pas. Le clivage, c'est plutôt, on n'est pas encore dans la psychose, on est plus dans la perversion. Mais le clivage interne doit être insupportable parce que justement, il existe une angoisse qu'on appelle l'angoisse de dissociation. Imagine qu'on te dise, mais ce que tu as fait hier soir était insupportable. Comment as-tu pu? Mais tu ne te souviens pas d'avoir fait quoi que ce soit la veille. Tu vois? Si on te le répète une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, il va y avoir une sacrée angoisse. Se pourrait-il que je sois capable de faire des choses à mon corps défendant? Et donc, ceux qui emploient des mécanismes de défense pervers narcissiques s'en sortent en exportant leur clivage interne à l'extérieur. Et à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle le clivage de l'objet. Donc, le clivage du moi devient le clivage de l'objet. C'est quoi l'objet? C'est un couple. C'est-à-dire, toi et moi ne faisons qu'un. D'accord? Nous sommes fusionnels, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Et à l'intérieur de ce couple fusionnel, je vais dire, je suis le gentil Jekyll et tu es le vilain Mr. Hyde. Wow. C'est soulageant, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ce qu'il y a de bien dans le fait d'écouter et d'avoir ce tiers que tu permets d'être par tes livres, par tes émissions, Oui. c'est que ça permet aux gens qui peuvent être confrontés à ces situations de se poser des questions, de mettre un petit peu de distance et puis De mettre du sens. mettre du sens. Moi, Absolument. j'ai un très beau témoignage qui m'a été donné récemment. C'est vrai, ça m'a fait plaisir. Une dame, je ne sais pas comment, ou c'était par Internet, où elle m'appelle.
Et elle me dit, moi, mon problème, c'est que je n'arrive pas à digérer. Donc, elle n'arrivait pas à manger. Donc, une forme d'anorexie, mais pas l'anorexie comme on connaissait des gens qui n'arrivent pas à manger et qui voudraient pouvoir manger. Et donc, quand elle se forçait à manger, elle vomissait. Donc, on sent qu'il y a quelque chose dans son histoire qu'elle n'arrive pas à digérer. Et elle me dit, j'ai acheté votre livre, j'ai lu votre livre, et mes symptômes ont disparu. Ah oui. Parce que grâce au livre, à mon avis, je ne la connais pas, cette personne, on a eu un petit échange, ce n'est pas une patiente. Grâce au livre, elle a réussi à mettre du sens sur ce qui lui arrivait. Mettant du sens, elle arrive maintenant à digérer. Parce qu'il y a ce problème de est-ce que j'ai rêvé ou pas? Est-ce que c'est moi qui me raconte une histoire? Ou... Quand dans un livre, tu lis exactement ce que tu as vécu, c'est là où le livre vient faire tiers. Et non, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien vécu ça. Et Et à ça partir peut de là, j'arrive à même digérer. C'est ça, et ça peut même permettre à la personne de savoir comment réagir, d'arrêter sa forme de déni, de prendre conscience de choses dont elle n'avait pas conscience, qui viennent Oui, oui, peut-être de bien sûr. voir Moi, et je qui suis pas, je suis pas extrêmement pour qu'on étudie sans cesse les mécanismes de défense pervers narcissiques, mais à un moment donné, c'est pas mal non plus. C'est vrai que si je comprends l'identification projective, c'est-à-dire je te reproche à toi, comme le monsieur dans sa voiture, tu ne te gares jamais là, donc tu es coupable. En réalité, je projette ma culpabilité dans l'autre. C'est ça l'identification projective. Eh bien, quand j'ai compris ça, je sais que quand l'autre me dit j'ai pas confiance en toi, je dois entendre que tu devrais pas avoir confiance en moi, en fait. Voilà, et je suis moins blessé par les attaques de l'autre parce que je comprends que ça ne me correspond pas. C'est pas de moi qu'il parle, il parle de lui. Il ou elle, hein, parle de lui. Et c'est très important parce qu'il y a des situations où on est en lien avec ce type de personnes Oui, où on ne peut pas en sortir. Parce que, évidemment, tu vas dire la meilleure chose à faire, c'est de partir. bien sûr. Parfois, on ne peut pas parce qu'on est enfant, adolescent, on ne peut pas partir. Parfois, on ne peut pas parce que il y a la violence aussi au niveau de D'accord. l'argent. Oui, C'est parfois très difficile de mettre en place ce genre de choses. bien sûr. Parfois, il y a aussi des menaces sur sa vie ou autres menaces comme des enlèvements d'enfants. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Tu peux aussi être en milieu professionnel, avoir Tu as un crédit à payer, le crédit de ta maison. Si tu quittes ton entreprise, tu ne peux plus payer. et le fait que toi, tu expliques qu'il y a une mise à distance à faire à la fois dans ce que la personne dit et à la Oui, fois dans ce que toi, tu oui, peux ressentir et aller voir en toi ce que ça peut générer, ce que tu peux vivre, ça peut te permettre de vivre les situations, de mettre en place des choses, te renforcer, grandir aussi. bien sûr. Et puis la suite, Oui, à parce que partir la première distance, elle est intérieure. Il y a ouais. beaucoup de personnes, moi je connais des personnes qui, pour prendre de la distance vis-à-vis de leurs parents, sont allées habiter en Australie. Donc effectivement, la distance, elle est là. Mais la vraie distance, elle est intérieure. C'est le jour où tu as posé de la distance avec ton parent, si c'est de ton parent qu'il s'agit, tu peux aller dîner une fois de temps en temps chez eux le dimanche après-midi, manger le gigot flageolet, je sais pas ce que... Et c'est moins difficile parce qu'on a posé une vraie distance. Ça, c'est une vraie distance. J'aimerais presque envie de dire que si on est obligé d'aller habiter en Australie, c'est qu'on n'a pas réussi justement à poser la distance. Il y a quand même une question par rapport à ça, je ne l'ai pas noté, mais cette question me vient quand tu expliques ça. Souvent, quand tu as été maltraité, ton parent est ton parent, mais il est aussi l'agresseur. Et en étant maltraité, tu as dit dans les violences invisibles, je crois que c'est celui-là ou l'autre, quand tu as vécu des maltraitances même donc psychologiques et pas forcément physiques, tu peux avoir aussi des symptômes, évidemment, tu as du stress post-traumatique, et tu peux avoir des symptômes qui ressemblent à des choses de gens qui ont vécu la guerre. Donc, en revenant dans les lieux même des agressions ou avec les personnes qui t'ont agressé, ça peut générer de nouveau ces Oui. mécanismes-là qui sont liés à ces stress post-traumatiques aussi, quoi. Dans les cas les plus graves, mais on le sait, ça, quand les psychiatres traitent la schizophrénie, souvent, ils séparent l'enfant malade de sa famille. Mm. Alors, c'est fait avec plus ou moins de délicatesse, mais c'est important, effectivement, qu'il y ait une séparation, une coupure. Oui, Eh oui. oui, ah oui, bah oui, 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 parce que tu as des Ça mécanismes. dépend de la gradation et de la gravité du problème. Oui. Et la victime et le pervers vivent tous les deux certains des mécanismes que tu as décrits, hein, puisque tu as dit que en fait, le pervers était le symptôme de la victime
et la victime est le médicament du pervers. Donc, il y a des choses qu'on va voir par la suite parce que, comme je te l'ai dit, j'ai divisé en 3 parties. Là, je suis dans la première partie pour permettre aux gens de comprendre et qu'on fasse, avec cette émission, tiers, pour Oui. donner du sens, la réflexion et pouvoir faire cette distance. Mais il y a quand même des choses qui se jouent au niveau de la victime, notamment dans ses mécanismes de défense, dans voilà, la toute-puissance de la victime. Freud avait une phrase, il disait « Pervers et névrosés sont comme le positif et le négatif d'une même photo. Ils montrent la même chose et pourtant sont inverses. » Donc, si tu veux, quand on parlera de la victime, je te démontrerai que les mécanismes de défense sont pratiquement les mêmes, Et sauf ben, qu'ils sont inverses. ouais, c'est ça, on va le voir. Je m'en expliquerai, ouais. Et j'aimerais donc savoir si les gens qu'on appelle des pervers, donc sans faire une identification à quelque chose, hein, sans faire une identité de cela, tu l'as bien dit, ce sont l'utilisation de mécanismes de défense, mais on va les appeler pour juste la vidéo et parce que c'est plus facile, des pervers, parce que c'est très long à dire en fait, qui mobilisent des mécanismes de défense pervers narcissiques. Donc J'y arrive, mais j'ai de l'entraînement. voilà, hop là, moi j'en ai moins. Les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Voilà, donc toi tu le dis, moi je vais faire les pervers, sans que ce soit une identité derrière, parce que j'aime pas du tout des identités. Les gens, pour moi, peuvent changer, même si avec le pervers, ça peut être très très compliqué. Mais voilà, ça se dit. Est-ce que ces personnes veulent avoir du pouvoir sur l'autre? Est-ce qu'ils veulent être supérieurs, se valoriser ou se sentir en sécurité? Ou alors même vouloir détruire? Compliqué, hein. Nous sommes dans le champ de la folie, on est bien d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la limite de la psychose. Donc, on peut tout dire et son contraire, et ça peut être vrai dans tous les cas. Oui, le pervers narcissique veut te détruire, ça lui fait du bien, mais il a besoin que tu restes pour pouvoir continuer de te détruire. Donc, c'est je te tue, mais reviens que je puisse te tuer à nouveau. Donc, quand on me dit il veut me tuer, à la fois c'est oui, et en même temps non, parce qu'il a besoin de toi. Parce que c'est quand même aberrant. Quelqu'un te dit tu es nul, bah, très bien, restons-en là, point final. Ça va vite, hein. Mais non, tu es nul, mais je reste avec toi par pitié, par exemple. C'est gentil. C'est de la compassion. C'est de la compassion. Ah, oui, c'est de la compassion. Non, parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a des personnes avec qui on ne peut pas s'entendre parce qu'ils ne nous correspondent pas. Mais à ce moment-là, on s'en va, quoi. Et puis c'est terminé. Mais c'est pareil aussi pour la victime. Sauf que ça peut être un peu plus compliqué, hein, parce que la victime, il y a vraiment beaucoup de situations. Bien sûr, ben, pour la personne qui emploie des mécanismes pervers aussi, hein. C'est compliqué pour eux, de toute façon, dans les deux cas. Ouais. Personne Oui, personne n'a envie de vivre ça. Personne n'a envie de vivre ça. tu l'as dit quand même. Alors, oui, ça tient à l'enfance, mais tu l'as dit, ils vont bien quand ils ont une victime. Oui. C'est la victime qui va mal parce qu'ils Oui. portent, ils portent la souffrance de l'autre. Ah, la victime est quelqu'un de très intéressant, le plus souvent. Ce sont des personnes qui incarnent bien la vie, ce sont des personnes charmantes, souvent très intelligentes, tu vois. Et quand ils rencontrent leur pervers, entre guillemets, je n'aime pas parler comme ça, ils vont bien, et puis quand ils se séparent, ou à un bout d'un moment, ça se trans. Comment je pourrais dire, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques se nourrit de la vie de l'autre et projette sa part morbide à l'intérieur de l'autre. C'est ça qui est fou. C'est une lutte entre la vie et la mort. Oui, ce sont des vampires, hein. Une lutte entre la vie et la mort. Et tu dis d'ailleurs qu'eux sont portés vers la mort. Alors, oui, mais qu'est-ce que c'est que la mort? Mais oui, c'est ça que j'allais te demander. Mais oui, c'est cette notion en on va psychanalyse. vers la mort, Jean-Charles. Exactement. Si tu es dans la vie, tu diriges vers la mort. Mais oui. Non, mais eux, ils se dirigent vers la non-vie. Regarde le Covid, hein, pas besoin d'aller très loin. Si vous ne voulez pas mourir, restez chez vous, ne sortez pas et ne regardez que BFM, où on dit combien il y a eu de morts hier, avant-hier, dans tel département et dans tel département. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas mourir, ne soyez pas en vie. Effectivement, si je ne suis pas en vie, je peux durer longtemps comme ça. Enfin, Moi, en tout cas, donc, si je suis dans la vie, je suis mortel. Et si je ne suis pas dans la vie, je pourrais nourrir le fantasme d'une sorte d'immortalité. c'est ça. Donc ça, c'est... Donc, ce qu'on appelle la pulsion de mort, ce n'est pas ce qui nous entraîne vers la mort, hein, c'est ce qui nous entraîne vers la non-vie. Et on pourrait même dire la naissance.
C'est-à-dire, la pulsion de vie nous entraîne vers l'avant et la pulsion de mort nous entraîne vers l'arrière. C'est-à-dire ce qu'on appelle une régression. Ça nous arrive à tous, c'est pas très grave. Hein. Quand on a trop de soucis, au bout d'un moment, on peut se mettre à piétiner, à pleurnicher comme un gamin. C'est ça une régression. Je vais chercher dans mon histoire là où j'avais un petit peu plus d'énergie et je redeviens un gosse qui pleurniche et qui tape du pied. En plus, ça fait du bien. Je viens de le Je faire. fais un pas en arrière, oui, au moment où ça ne marchait pas, notre émission. Je sais pas, je suis Je là, fais, je fais un pas en arrière, c'est pour mieux faire deux pas en avant. Les petites régressions ne sont pas, c'est pas malsain. Mais les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, si par exemple tu organises un week-end, tu dis tiens, on va aller à la plage cette fois-ci, ils vont passer leur temps à casser ce que tu as mis en place. Oui, mais tu as vu le temps qu'il fait, enfin, tu aurais pu prévoir, quoi. Où il y a du vent. non. Et ils vont casser ta joie. Alors, Ouais. l'exemple que je donne, qui est un peu simpliste, mais j'aime bien les exemples simplistes, c'est imagine que nous soyons telle une fleur, d'accord? D'abord une graine, puis devient une pousse, puis qui va, à un moment donné va fleurir, exhaler son parfum, et puis à un moment donné, on va faner. Et redonner à la terre nos graines, j'espère. C'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs, par nos vidéos. Ouais. Ça, c'est le sens de la vie. Et le sens de la non-vie, ce serait je ne veux pas fleurir pour ne pas faner. Donc, je fais plutôt essayer d'aller à l'envers. C'est un peu, j'ai envie de parler de la société tout à l'heure. Oui. Je l'évoque là 2 secondes parce que ce que tu me dis m'interpelle par rapport à ce que je peux voir de la société, mais c'est un petit peu ce qui est fait aujourd'hui où on dit il ne faut pas vieillir, il ne faut pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas vieillir? On n'en sait Pourquoi rien. vous On voulez ne sait vivre même pas pourquoi. le transhumanisme, Jean-Charles? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est là dans un moment sur cette terre. Pourquoi vivre sur cette terre de façon prolongée? Pour moi, c'est fou, c'est fou. Et, mettre son esprit sur une disquette d'ordinateur pour pouvoir être transféré dans un nouveau corps après. Ça fait rêver des gens. Hein. Et pourquoi ton esprit est-il si important que tu veuilles le garder sur une Nous, c'est pas disquette? notre esprit, hein, c'est notre mental. Hein. Oui, mais oui, c'est ça. En plus, c'est la partie la moins intéressante de nous. Oui. Ah Là, ouais. on va forcément aborder des questions que j'aime beaucoup, pour lesquelles on va faire d'autres interviews. Tu le sais, parce que toi et moi, on médite, on fait des expériences un petit peu. Toi avec des plantes, moi sans rien du tout. Non, Avec les j'aborde plantes, pas. il y a aussi en méditation. Hein. Je me suis disputé avec les plantes, là. Je ne veux plus en entendre parler. Tu t'es disputé avec les plantes? Ouais, elles sont perverses, c'est des perverses narcissiques. Mais un bon thérapeute, est-ce qu'un bon je suis content de te faire rire. Est-ce qu'un bon thérapeute, c'est pas quelqu'un qui met le doigt là où ça fait mal? Est-ce qu'il n'est pas déjà un peu pervers? Et les plantes font ça. Hein. Les plantes, elles ont une lecture de ton inconscient, elles vont là où ça fait mal. Et c'est pas toujours facile à vivre. C'est pas pervers. C'est en tout cas pas récréatif. C'est un guide. Un guide va te dire, regarde. Regarde là où, regarde là où t'as pas envie de regarder. Oui, c'est, tu Ouais, sauf sais, que moi, en psychanalyse, je suis délicat. Ça va prendre 3, 4, 10 séances pour que j'ose à peine effleurer le problème. Alors que les plantes, elles te mettent le nez dans le caca. oui, Ce qu'on appelle des bad trips, souvent. Hein. Et ouais. wow, qu'est-ce que c'est difficile à vivre. Et puis en plus, nous sommes porteurs, mais là, on s'éloigne du sujet, peut-être arrêté, je sais pas. Nous sommes porteurs de problématiques qui sont à nous, mais des problématiques qui sont à nous dans le sens où on les porte, mais qui viennent de générations antérieures. Qui me dit que mon arrière-grand-père n'a pas été pédophile, par exemple. Ben, le fantôme, le problème, il est toujours là. Et j'en suis porteur. Oui, 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 on est complètement d'accord. Ouais. On va continuer sur les pervers, mais juste parce que tu me passionnes. Évidemment, évidemment, là, tu touches les sujets qui sont importants pour moi. Comme je te l'avais dit, alors j'ai eu la chance, pour vous tous qui m'écoutez, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec Jean-Charles. Il revenait de son séjour en Amazonie. Tu avais passé un mois et là, il était encore sur d'autres sphères un petit peu. Donc, il m'a accordé un temps, tu m'as accordé un temps qui était sympathique. Et donc, à ce moment-là, Jean-Charles, je lui ai parlé de ma vision, si tu veux, je symbolise, je schématise la conscience sous la forme d'un cône pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit, parce que mon cerveau, il a toujours besoin de sens. Il a toujours besoin de cohérence, il a toujours besoin d'organiser, de schématiser, voilà. Donc, je fais le truc sous la forme d'un cône. Ça m'appartient, mais bon, c'est comme ça. Et ce que tu dis, toi, Jean-Charles, quand je reprends cette histoire de cône,
Moi, je dis que le petit bout de chocolat, là, c'est nous. Voilà, avec la personnalité, etc. Le cône de glace, hein, le petit bout de chocolat. Donc, voilà. Parce que je suis partie dans ma tête et je lâche tout le monde. Et quand on remonte au niveau des couches, ça s'évase évidemment. Et comme tu le dis, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et ce que j'ai l'habitude de voir et de dire aussi, c'est que finalement, nous, ce qu'on reçoit, ce sont des informations. Oui, Notre corps, notre psychisme va nous informer de choses qui ne font que passer, oui. qui nous sont construites, mais qui ne font que passer. Et pour moi, c'est là l'illusion. Alors, ce n'est pas l'illusion, ces informations, mais l'illusion est de croire qu'on est ces informations-là et de Ouais, s'attacher à ça. on les porte, et ce qui est terrible, si tu veux, c'est qu'on porte des informations qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, on ne le sait pas qu'on les porte. C'est comme par exemple, si tu grandis dans une famille, je sais pas, souvent avec un parent dépressif par exemple, tu portes des fantômes. C'est-à-dire, tu es triste, mais tu sais pas pourquoi. À la fois, on sait, mais on ne sait pas qu'on sait. Et ce qui est très difficile, donc nous, en psychanalyse, le plus possible, on va tenter de mettre du sens, des mots, du signifiant. Hein, j'essaie de me parler un peu comme les lacaniens. Mais il y a des choses, quand on ne sait pas du tout, si je ne sais pas que mon arrière-grand-père a été pédophile, qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux arriver à retrouver cette information? Et c'est vrai que les plantes, elles nous amènent là. Hein. Elles nous amènent à cet endroit où le psychanalyste aura bien du mal à aller. Parce que c'est trop loin. Mais le fantôme est toujours là. Alors, c'est quoi cette énergie? C'est ce qu'on appelle du karma. C'est-à-dire, il y a le. Là, maintenant, je prends un terme sanskrit, je suis désolé, hein, je parle un peu dans tous les sens. Mais j'ai mon karma personnel, c'est-à-dire les actions que j'ai commises dans ma vie. Il est normal à un moment donné, ces actions, elles ont généré de l'énergie et cette énergie, elle est toujours présente, elle doit être gaspillée, elle doit être brûlée. Mais il y a aussi du karma familial. Je crois que c'est ce que Jung il l'appelait pas ça comme ça. Lui, il disait l'inconscient. Inconscient familial, inconscient collectif, inconscient. Ouais, ça revient à peu près à dire la même chose. Oui, je suis d'accord. Ouais. Nous savons, nous recevons des informations, mais nous ne savons pas que nous les savons. Complexe? C'est ça. Et c'est pour ça que tu dis, revenez au centre de votre monde, soyez la personne la plus importante pour vous, allez voir comment ça vous parle et mettez de la distance. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, mais tu Oui, le oui, dis oui, d'une c'est ça. manière, mais mettez cette Parce distance. que moi, à un moment donné, je vais vous embêter parce que je ne vais pas répondre aux questions comment est-ce qu'on reconnaît un pervers narcissique, mais Oui, je renvoie souvent la question, on y viendra, je renvoie souvent la question, c'est pourquoi avez-vous eu besoin de rencontrer cette personne? Qu'est-ce qu'elle est venue vous montrer? Là, j'arrive du Pérou. Au Pérou, les gens chantent Todo cura, todo sana, todo lleva medicina dentro. Ça veut dire tout soigne, tout guérit, tout est porteur de médecine en soi. Donc, mon pervers narcissique, si tu veux, il est venu me guérir. ah oui. Euh, Mais oui. alors bon, ça, il faut adhérer, hein, il faut être d'accord. Le Covid, par exemple, pour changer un petit peu de thème, le Covid est venu nous guérir. En tout cas, nous montrer des endroits où on devait travailler. Alors, je suis mal. C'est peut-être un peu gonflé de parler comme je parle parce que moi j'ai perdu hein, des personnes dans ma famille qui sont mortes du Covid, hein, donc je parle de façon un peu légère, hein, j'en suis désolé. Mais le Covid est venu me montrer quelque chose, me soigner de quelque chose. Mais Ouais, la mort et la maladie montrent des choses. bien sûr, la Bien, maladie est là pour ça. Bien bien sûr. sûr. Bien Ouais. sûr. D'ailleurs, au Pérou, quand tu rencontres un curandero, un soignant, et que tu lui dis j'ai un symptôme, par exemple, si tu lui dis oh j'ai envie de vomir, en France on va te donner un antivomitif. Souvent, pas toujours, hein, mais j'ai vu des médecins qui disaient comme ça. Au Pérou, ça va être l'inverse. Il va te donner un puissant vomitif. C'est-à-dire, tu vas vomir toute la journée. Et à la fin, tu vas te coucher complètement épuisé, mais le lendemain, tu es guéri. Tu Parce que sais, si ton organisme veut que tu vomisses, c'est qu'il y a quelque chose à vomir. Un organisme, soit quelque chose que tu as mangé, soit un organisme vivant, soit même une pensée, ou comme cette dame dont je parlais tout à l'heure, qui n'arrivait pas à manger, qui vomissait quand elle se forçait à manger, qui a réussi, en lisant un livre, et j'en suis heureux pour elle, hein, à mettre du sens sur ce qu'elle avait vécu, et à partir de là, son symptôme a disparu. C'est drôle, hein? oui, 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 oui. C'est très intéressant. Alors moi, ça m'étonne pas trop parce que je suis aussi psychosomaticienne et tu le sais, je suis magnétiseuse, donc ça ne m'étonne pas trop. Mettre du sens et comprendre à travers le corps et tout est lié, psychosomatique, tout est lié. Alors on revient à nos fameux pervers narcissiques pour Oui, donner du sens et permettre aux gens de pouvoir justement comprendre.
Je crois que tu as évoqué certains de ces mécanismes de défense pervers narcissiques. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Donc, je fais un petit résumé, puis tu complèteras pour que les gens sachent. Donc, cette personne a besoin de briller. Il y a donc une forme de séduction. Ça, c'est ce que j'ai noté de ce que tu as dit un petit peu partout, hein. Il peut même séduire l'entourage. Donc là, ça peut être très compliqué parce que la personne vit en vase clos les humiliations, l'agression, etc. Alors qu'avec l'entourage, il peut être très séduisant, adorable. Et donc, les personnes peuvent ne pas être crues, ne pas être soutenues. Je me demandais, c'est une question que j'avais pour toi, s'il n'y avait pas un fantasme de toute puissance. Je ne sais pas si tu en l'as dit ou pas. Tu l'as dit? Chez qui le fantasme de toute puissance? Chez le pervers. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça, donc je te le dis. Bah, c'est super intéressant le fantasme de toute puissance. On pourrait faire presque une émission là-dessus entière. C'est important. Nous avons tous été dans un fantasme de toute puissance à un moment donné. D'accord? Ça fait partie des choses que l'on rencontre quand on grandit. Et il est important d'en sortir parce que un fantasme, là, on y revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est un fantôme. C'est donc quelque chose qui n'existe pas. Donc, je ne suis pas tout puissant. Sauf à arriver à le faire croire. Et effectivement, là, on est dans les mécanismes pervers qui sont frontaliers, on l'a vu tout à l'heure, limite avec la psychose. Mais c'est important parce que si j'arrive à me castrer de mon fantasme de toute puissance, là, je peux accéder à ma pleine puissance parce qu'on a un paradoxe. Et tant que je rêve que je suis tout puissant, je ne m'occupe pas de ma vraie puissance. Tu vois? Mais si j'arrive à sortir de ce sentiment de toute puissance, là, je peux découvrir ma vraie puissance et nous sommes généralement bien plus puissants que nous le pensons. Donc, on peut arriver à des paradoxes du style, par exemple, l'humilité mène à sa pleine puissance. C'est mignon, ça. Sortir de la toute-puissance amène à sa pleine puissance. Je suis d'accord avec toi. En accueillant sa vulnérabilité, on est très fort parce qu'on se dit, oui, et alors, je suis vulnérable. Donc, notre pervers narcissique cherche à coller à un fantasme, c'est-à-dire un fantôme, quelque chose qui n'existe pas. On est proche du délire. Oui, et tu as dit aussi qu'il utilisait énormément la parole. On est dans un monde de parole. Et finalement, alors, imagine que tu as un enfant, mais pour toi, c'est l'être le plus beau du monde. Mon enfant, oui. Oui. Et il est tellement. Quand il fait un gribouillis, tu dis waouh, tu l'affiches sur le frigo. Regardez le gribouillis qu'a fait mon gamin. Non, je te rappelle, c'est un gribouillis. Hein. C'est un truc infâme. Mais non, c'est sur le frigo. On t'offrirait la Mona Lisa. Non, vraiment, tu dirais, mais ça ne m'intéresse pas. Regardez ce que j'ai sur mon frigo. C'est exactement ce que j'ai fait. Hein. Sauf que je n'ai pas dit regardez. Mais je le regardais, moi, je dis oh, c'est bien, mon chéri. Donc, ton chéri est l'être le plus puissant du monde dans ton discours. Ouais, Mais quand il va arriver à l'école et qu'il va dire regardez-moi, je suis l'être le plus puissant du monde, les autres, ils vont lui cracher dessus, tu sais. Là, il est complètement impuissant. Mais regarde, il va falloir qu'il sorte de ce fantasme de toute puissance qui est quand même bien souvent lié aux parents. J'ai dit aux parents, donc je n'ai pas dit à la mère. Il y a des papas qui sont comme ça, et il y a des papas qui sont comme ça aussi. Mais c'est plus souvent les mamans. Et d'un côté, il est tout puissant, de l'autre côté, il est impuissant. Et il est tout puissant où ça? Et il est, ah oui, ce que j'ai envie de dire, il est réellement tout puissant dans le discours de maman. Donc, il a intérêt à faire perdurer un discours éternel. Et il s'en dans du blabla. Joli. Ouais. Ah oui. Alors que dans la réalité, moi, a priori, j'étais impuissant. Et puis maintenant, je vais essayer de voir ce que je peux faire, quoi, pour essayer de. Parce que je n'ai pas besoin d'être tout puissant. Quel intérêt, en fait? Eh ben, ça va être intéressant que tu le développes sur la partie enfant, que je voudrais voir aussi. Oui. Parce que c'est vrai que donner notre cadre à un enfant, c'est-à-dire lui dire moi, je t'aime infiniment, bien évidemment. Cependant, arrête tes conneries. Là, voilà, tu me rassures. Je t'aime infiniment jusqu'au moment où je t'aime plus, quoi. Je vais t'aimer même si tu fais des conneries. Non, mais ça va pas aller. moi, quand mon gosse fait une bêtise, je l'aime pas, il m'énerve. J'ai envie de lui dire, je t'aime pas, quoi. Même s'il reste mon enfant et même si l'amour, il est le véritable amour est toujours là, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais enfin, un gosse qui pousse des cris quand tu aimerais avoir du calme, à ce moment-là, tu l'aimes pas. Tu lui dis, dégage, va dans ta chambre, va jouer dans le jardin, quoi. Ouais, tu le mets le cadre, ouais. Ouais. Tu as le droit de crier
C'est bien de dire ça. Tu as le droit de crier. C'est pas ici. Pas Bien ici. sûr. Il y a des endroits pour ça. Tu as le droit d'avoir des émotions. Parce que tu vois, moi, j'ai remarqué un truc. Je me suis posé la question en t'écoutant. Je travaille beaucoup avec les émotions. Donc, c'est la réflexion par rapport à mon travail. Est-ce que la personne qui utilise des mécanismes de défense pervers narcissiques, est-ce que la victime n'ont pas un truc vis-à-vis de comment dire, ne pas vivre ses émotions, en fait? Oui, 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 oui. Surtout celui qui emploie des mécanismes de défense pervers. Oui. Qui est-ce qui disait ça? C'est Racamier disait. Alors lui, il parlait des schizophrènes, mais enfin, on n'est pas très loin, on l'a compris. Il ne supporte pas le conflit interne qu'il s'empresse de projeter dans un autre. C'est Ah le oui? monsieur dans la voiture de tout à l'heure. Je suis désolé pour cet exemple qui doit avoir 10 ans et que j'ai dû répéter. Mais il est tellement parlant. Le monsieur dans sa voiture, il fait une marche arrière, il engloutit. Et là, il y a une émotion interne qui arrive, une culpabilité. Tu ne te gares jamais là habituellement. Immédiatement, il projette dans l'autre. Donc, il ne peut pas faire face à ses émotions. On Alors est moi, là. j'en ai un autre qui est pas mal. C'est un père qui est en train de faire du bricolage, qui se tape sur le doigt avec son marteau, et tu as son enfant à côté, il lui dit: c'est de ta faute, tu m'as parlé à ce moment-là. Et c'est ça. Pas C'est mal, j'avoue. exact. Et le gamin à côté se sent coupable. Oui. Tout en se disant mais non, mais Alors non. qu'il est coupable de rien, quoi. Oui, oui, Ah, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Alors, tu parlais aussi dans ces mécanismes, parce que là, moi, je déroule toujours ma liste, tu vois. Je ne suis pas perdue dans la pensée. Tu tentais, mais non. Donc, dans les mécanismes, tu parlais du clivage. Donc, tu en as un petit peu parlé, ce fait de se couper en deux, finalement. dans mon exemple d'un enfant qui se sent tout puissant dans le discours de son parent et qui se sent impuissant à l'école, on l'entend bien le clivage. Je suis tout puissant et en même temps, je suis impuissant. Tu vois, il y a deux réalités. Et puis en plus, la première, elle n'est pas fausse. Je suis effectivement puissant dans le discours de maman. Ouais. Et Parce que pour l'instant, c'est pas encore du délire. Mais si je veux rester dans la toute-puissance, j'ai intérêt à faire perdurer le monde du blabla. j'ai intérêt à faire perdurer. C'est génial hein, quand on peut penser, tu vois, on parle d'éveil, etc., de la conscience. Dans le bouddhisme que tu pratiques le bouddhisme zen, on est dans cette idée d'éveil et on se dit, attention, en fait, il y a un monde d'illusions et ce monde d'illusions, pour moi, il est dans ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais aussi dans cette histoire de paroles et de croire à des paroles. Quand quelqu'un va te dire, va avoir des paroles racistes ou va avoir des paroles, pourquoi tu vas croire une parole de quelqu'un? Pourquoi tu vas aller dedans? Tu vois, c'est la question, c'est pourquoi tu vas faire ça? Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Peut-être reviens à toi et juste à ce qui est vivant en toi, à ce que tu ressens. Parce que là, c'est pas vivant. Là, c'est vivant. Oui, oui. Et tu parlais aussi dans ces mécanismes du mécanisme. Alors, toi, tu appelles ça l'isolation, ce qui m'a beaucoup perturbée, excuse-moi, mais l'isolation, moi, je vois l'isolation dans les maisons. Donc, Moi, j'ai préféré l'isolement. c'est pareil. Ouais, l'isolation, c'est presque la même chose. Ben non, parce que L'isolation mène à l'isolement ou l'isolement mène à l'isolation, j'en sais rien. non, Mais c'est moi, hein. Je vois non, non, les. non, mais on me l'a souvent fait, cette réflexion. Quand j'écris isolation, les gens me reprennent en disant non, c'est isolement. Mais Ah oui, tout simplement parce que dans le dictionnaire de la psychanalyse, je crois qu'il y a un mécanisme de défense qui s'appelle l'isolation. Donc tout simplement, je répète comme tu as raison. un C'est perroquet. Mais c'est juste, l'isolement, c'est juste aussi. Oui. c'est juste moi qui, quand je lis ou j'entends, j'ai des images et donc je vois des machins, tu sais, des isolants là, je sais pas comment. Donc c'est ça, oui. Toi et ton enfant, quand vous êtes en fusion et que tu lui dis que tu es merveilleux, tu vois bien qu'il y a un monde là où on n'est pas encore bien séparés. Donc, ce que va tenter la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers, c'est de recréer ce monde-là. Mais il faut absolument que tu sois isolé de l'extérieur. Parce que l'extérieur pourrait te dire à un moment donné, mais ce que tu vis là n'est pas normal. Oui. Et Donc, le puis, tiers est un être dangereux. Le tiers qui, normalement, dans l'histoire de l'enfant, c'est le père. Le père qui, à un moment donné, qui va dire au gosse, bon, ton dessin, ouais, ça va, il est bien. Pas non plus. Et puis, va jouer dehors et laisse-moi un petit peu tranquille avec maman, quoi. Le père n'est pas forcément quelqu'un de très agréable, mais il joue son rôle. ouais. Je crois que dans notre société, on manque un peu de papa. Et je crois qu'il est là le problème. Parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi y a-t-il de plus en plus de pervers? Et moi, j'ai envie de répondre, pourquoi y a-t-il de moins en moins de papas? Mais peut-être parce qu'on les voit aussi.
Pourquoi Ouais, non, mais parce que dans notre société, c'est mal vu d'être un mec. Hein. c'est mal vu d'être un mec? Oui. Ah, Oui, on rentre dans une société qui va être de plus en plus matriarcale. Alors, ça peut rassurer les féministes, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. hum, Ni la société patriarcale, ni la société matriarcale. Il vaudrait mieux qu'on fasse une alliance. hum. Il faudrait qu'il y ait une alliance entre les hommes et les femmes, entre les pères et les mères. Et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je me régale hein, quand je vais à la radio de dire des trucs qui choquent. J'aime bien choquer. Qu'est-ce que j'ai dit récemment? Les enfants, ça sert à rien. Hein. Ah oui, mais en plus, c'est vrai, ils servent à rien, ils sont pas là pour ça. C'est pas des... Ah, non, non, mais je dis pas ça que pour choquer. C'est-à-dire que Non, moins je suis tu d'accord mets avec de toi. fonctions, mais c'est vrai, moins tu mets de fonctions à ton enfant, et plus il va être heureux. Il y a Mais tellement bon, d'enfants qui sont là pour ressouder le couple, les pauvres. Pour, tu vois, parce qu'on a eu des garçons, on voudrait une fille, ou on a eu des filles, on voudrait un garçon. Ils ont tous, on leur donne des fonctions. Moi, je dis, un gosse, ça sert à rien, quoi. Il est là, tu le nourris, tu l'aimes suffisamment, puis tu l'envoies jouer dehors. Et puis se taper avec ses copains. tu as raison, un enfant n'est pas un outil, enfin, il est là parce que... Et tu peux aller plus loin dans le couple, idéalement. Un conjoint, ça sert à Ouais. Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur le conjoint. Il y a des rien. fonctions Si, pratiques quand même, hein. s'il est plombier. Non, pas seulement, parce que, excuse-moi, je viens d'écrire un article sur la sexualité. Il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul. Tu peux dire ce que tu veux. Le sextoy remplace pas. Je suis désolée. Bon, là, on déborde. Donc, on revient. Ce sera l'objet d'une autre émission. Ah bah, hein. Alors, tu dis que le pervers narcissique cherche aussi à rendre fou par des mécanismes qui ont trait au champ de la paradoxalité. Par exemple, l'injonction paradoxale avec un discours aussi incompréhensible. Donc ça, c'est aussi un élément important si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, par exemple, je sors un truc comme ça de ma tête. Ah, tu ranges trop, enfin, quelque chose comme ça, tu es maniaque, tu ranges trop, mais qu'est-ce que ça fait ça, là, à cet endroit-là, tu vois? Oui. Injonction paradoxale, tu te dis: «Bah, je fais trop ou pas La, assez?» la relation, de toute façon, avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers, elle est déjà paradoxale, puisque le discours dit je ne t'aime pas, et pourtant on reste. Ouais, Voilà. ouais, Donc déjà au départ, c'est paradoxal. Hein. ouais, tout est paradoxal. Comme on disait quand on était gamin à l'école, viens ici, fous le camp. C'était le nom d'un chien, je crois. Voilà, c'est viens ici, mais va-t'en, je veux plus te voir, mais viens, pourquoi t'es pas là? Ouais. Ouais, la paradoxalité qui rend fou. Un psychiatre états-unien a écrit un livre qui s'appelle L'effort pour rendre l'autre fou, Harold Shern. Ouais. Oui, L'effort en plus. oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a même un On, effort on entraîne l'autre dans notre propre folie. ouais, ouais, tout à fait. Tu parlais aussi de l'utilisation, de l'identification projective. Tu en as Voilà. parlé tout à l'heure, Ouais, c'est reprocher à l'autre ce que je ferais bien de trouver à l'intérieur de moi. Plus ou moins, nous le faisons tous un peu. Hein. Mais là, c'est massif. ouais, là, c'est constant surtout. Parce qu'il y a une différence, tu disais tout à l'heure, entre quelqu'un qui a ça de façon structurelle et quelqu'un qui, conjoncturellement, on va dire, voilà, il est débordé par son truc et il va reprocher à l'autre ce qui lui appartient, quoi. Oui. Et après, donc d'abord, on embrouille, comme tu l'as dit là. Et Voilà. ensuite, il y a la dévalorisation, l'humiliation, les agressions. Ça peut aller jusqu'à la violence physique ou Alors, oui, mais de la parole. là, on est plus dans la psychopathie. Hein, parce que le pervers narcissique, rappelons-nous, il veut briller et démontrer, moi qui suis tellement bien, regarde comme je suis gentil de rester avec toi. Normalement, le pervers narcissique structurellement accompli n'est pas violent physiquement. Parce qu'être violent physiquement, c'est quand même accepter qu'on est mauvais. Accepter d'avoir une mauvaise image. Donc, normalement, non. Mais à un moment donné, évidemment, si la victime joue le jeu, les violences ne seront que verbales, excusez pour le que. Mais le jour où la victime commence à se réveiller et dire, bon, maintenant, je t'écoute plus, les mécanismes de défense pervers narcissiques ne marchent plus. Et à ce moment-là, la personne peut décompenser et rentrer effectivement dans quelque chose de psychopathe et à partir de là, devenir violent physiquement. Ah oui, d'accord, je comprends. Mais Donc, tant que ça marche, logiquement, c'est pas logique qu'un pervers narcissique soit violent physiquement. C'est justement parce qu'il peut pas être violent physiquement qu'il est violent d'un point de vue narcissique. d'accord.
T'as pas parlé de l'utilisation du silence, tu vois, de Ouais. se mettre par le silence, Ah oui, de cette lourdeur qui arrive quand quelqu'un rentre dans une pièce, qu'il ouais, impose sa présence par un silence et par une espèce de tension. Et oui. l'interdiction aussi de la joie. Je trouve que ça fait quand Ça même rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la pulsion de mort. C'est que dès qu'une joie va se présenter, elle va être cassée. J'avais donné l'exemple, tu organises un week-end au bord de mer et on va tout faire pour caser. C'est ça, là, pour moi, la pulsion de mort. Ouais, tout à fait. C'est aller à l'envers de la vie. Et Euh, c'est intéressant parce que c'est un point super important parce que comment est-ce qu'on on se bat contre les pervers narcissiques? Ben justement, en choisissant la vie. C'est-à-dire, le week-end prochain, tu vas organiser ton week-end en bord de mer, mais tu ne l'invites pas. ouais, Et là, tu as gagné. Et ouais, là, tu as ouais. gagné. Et lui, il va devenir fou. Hein. Ah bah, il va faire une crise et là, tu lui dis, bah écoute, c'est ton problème. Et là, Hein. il va te tuer. Fais gaffe à ça. Soit il te tue, soit il se tue. Ce que disait Paul-Claude Racamier, c'est quand il est démasqué, le pervers narcissique rentre dans une suicidose. C'est-à-dire qu'il se laisse mourir. Il se laisse mourir. Mais le plus Oui, souvent, je te rassure, il trouve une autre proie qui va faire vivre la même chose qu'à toi. oui, Parce mais ça peut qu'une être fois que les tu l'as enfants. démasqué, tu ne l'intéresses plus. Bah, ça peut être les enfants, l'autre proie. Ah, oui. Parce que toi, tu dis Ah non, non, un non, mais faut faire abandon. attention à ce que tu es en train de dire là, parce que moi, j'entends, je reste victime pour protéger les enfants. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire si toi, tu sors. Mais je comprends, parce que certains vont dire Ouais. ça. Je ne vais pas Et, le quitter, sinon il va s'en prendre aux enfants. et Je l'ai entendu. ce qui est vrai. Ouais, mais c'est pas bon, c'est pas une bonne idée. Et non. Mais ça c'est. Il n'y a jamais de bon choix avec un pervers narcissique. De toute façon, Si, tu le payes. si. Il y a un bon choix, c'est tourne-toi vers la vie. Tourne-toi vers la vie, mais tu vas le payer de toute façon. Si tu as des enfants, tu le payes. Ouais, mais les enfants, ils vont le voir. Bon, je te donne un exemple. J'aime bien les exemples bêtes, je prie de m'en excuser. Quand il était petit, j'avais un petit garçon de 2 ans. Moi, tous les soirs, je rentrais du boulot fatigué. Je m'installais dans un fauteuil et je commençais à faire un mot croisé. Et puis un jour, je rentre du travail, je m'assieds dans mon fauteuil, je prends mon mot croisé. Et puis dans chaque case, il y avait un petit gribouillis. Et en fait, c'est mon gamin qui, pendant que j'étais pas là, avait pris la place de papa. Il avait pris le stylo et le bouquin de papa. Et il avait fait le mot croisé comme papa. Tu vois. Donc, comment est-ce qu'on éduque les enfants? On les éduque énormément par l'exemple. S'il y a des parents qui crient tout le temps, oui, quand même, vous pourriez lire. Ça, c'est nul, c'est contre-productif. Par contre, prends un bon livre, tu lis chaque soir, mais même un quart d'heure. Chaque soir, tu t'assieds dans ton fauteuil, tu lis un quart d'heure. Et puis, tu laisses traîner négligemment un bouquin du niveau de ton enfant, mais tu vas voir qu'à un moment donné, il va prendre le livre, il va prendre ta place, puis il va se mettre à lire. Donc, pourquoi je te raconte cette histoire? Si tu te laisses faire pour les enfants, ce que tu indiques à ton enfant, tu dis, laisse-toi faire, c'est bien. C'est comme ça qu'on fait. Si tu décides de partir, tu dis, moi, j'accepte pas. Je prends soin de moi d'abord, et je m'en vais. Et l'enfant, il entend. Il est normal de prendre soin de soi. Alors, on va y revenir à la question des enfants parce que c'est Ouais, très important. J'ai juste une question avant celle des enfants. d'accord. Parce que tu dis souvent, justement, pour pouvoir partir, il y a aussi parfois donc le pervers quand il n'est pas, voilà, il n'est pas satisfait, il n'est pas nourri, je ne sais pas pour quelle raison, il abandonne. Il abandonne la personne. Donc tu dis un abandon, de toute façon, que ce soit cette situation ou une autre, c'est toujours une bonne nouvelle. Ce qui est vrai, parce que quelqu'un qui est avec nous pour des mauvaises raisons, c'est pas forcément génial. Mais alors, tu vois, il cherche, et tu l'as expliqué, il y a une histoire de fusion, donc il cherche à nous garder, à garder la personne. Et puis, la victime va aussi, avec bon, ses mécanismes à elle, avec son histoire de peur de l'abandon, et puis d'autres choses, va rester. Alors, pourquoi? Dans quel cas le pervers abandonne sa victime? Quand il est reconnu, quand tu le regardes, tu dis, ça marche plus ton truc. Je sais qui tu es. Je sais comment tu fonctionnes. C'est fini. C'est fini, il n'a plus de prise. Il n'a plus de prise. Ouais. Et à partir de là, il s'en va. Alors donc, soit il rentre en suicidose, comme nous disait Paul-Claude Racamier, soit il te quitte, soit il a senti le vent tourner, il a déjà repéré quelqu'un d'autre qui va te remplacer, enfin bref. Mais il s'en va, il s'en va. D'accord. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse plusieurs parties à cette interview. Là, nous avons traité plutôt des mécanismes de défense pervers narcissiques, même si on est parti un petit peu dans tous les sens. Et je sais que tu veux faire une autre partie qui va parler plus des enfants.
Oui, alors on va se retrouver du coup pour une autre vidéo. On parlera des enfants et si les gens veulent suivre un peu ton travail, tu as ton site, Oui, tu as tes livres. Je rappelle, j'en ai deux, donc Les pervers narcissiques, Les violences invisibles, oui, mais tu en as d'autres d'accord. et je laisse à qui veut le soin d'aller explorer ce monde par l'intermédiaire Ouais. de tes Et puis, important aussi de dire que cette interview, tu le fais pour cette revue. Ah oui, la revue Infinité, bien sûr. La revue Infinité, le numéro 3, donc on aura tout un dossier sur les pervers narcissiques, la victime, les enfants, enfin Il voilà, va ça paraître à quelle période? paraîtra en octobre. Ah oui, d'accord. Voilà. Octobre 2023. Et là, le numéro 2 est déjà en kiosque avec, dans la partie psycho, parce que c'est une revue qui a différents thèmes. Et dans la partie psycho, le numéro 2, c'est sur la sexualité. Donc, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Et on a tout un dossier central sur la médiumnité, sur les médiums et comment traverser les deuils à travers la médiumnité, mais aussi différentes choses sur les médiums. Donc, à découvrir, hein, Jean-Charles? Ok, bon, on se retrouve pour la deuxième partie. On se retrouve pour À la plus. deuxième partie. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.